Good morning, good afternoon, good evening, Bonjour everyone. à tous, où que vous soyez, et pour nos participants au Sénégal, bonne journée de l'indépendance. Je m'appelle Sean Baker, chef de programme de Helen Keller International. Et récemment, j'ai rejoint le conseil d'administration du Forum MNF en tant que vice-président. Je suis ravie de vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue pour ce webinaire sur la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé sur la fortification alimentaire pour parler d'un problème persistant, les carences en vitamines, en micronutriments. Ce webinaire de la coalition Mighty Nutrients est organisé par l'Alliance GAIN, le Forum sur les micronutriments, l'Alliance G4, Helen Keller International, la Fédération internationale du spina bifida et de l'hydrocéphalie, le réseau pour l'éradication de la carence en iode, l'IZINC-G, l'Alliance d'innovation des données en matière de micronutriments, le Forum micronutriments, ainsi que la plateforme plaidoyer ODD2. Ce matin, je réfléchissais de mon travail sur les micronutriments qui remontent à plus de 20 ans déjà. Et je suis ravie de voir à quel point ce sujet a désormais un grand élan. Quand on s'est penché sur les chiffres de ce webinaire, on s'est dit il y a un instant qu'il y avait plus de 800 participants aujourd'hui et nous savons que vous avez tous un rôle à jouer pour redoubler d'efforts afin de remédier à ce fléau, le fléau des carences en micronutriments. Alors, désormais, passons aux aspects un peu plus techniques. Premièrement, pour que autant de participants puissent participer que possible, il y aura une interprétation en amharique, en français et en espagnol, ainsi qu'en anglais. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom, le bouton Interprétation, et là, vous pourrez choisir la langue de votre choix pour écouter le webinaire. Et vous voyez à l'écran comment le faire. Si vous avez la moindre question sur la fonction interprétation, n'hésitez pas à la poser, notamment
via le chat et les organisateurs vous aideront. Deuxièmement, nous aurons une session questions-réponses à la fin du dernier panel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dédié et nous essaierons de les transmettre aux divers panélistes au cours de la session. Troisièmement, ce webinaire est aussi diffusé en live sur le site de la coalition Mighty Nutrients et sur sa chaîne YouTube. Et désormais, je voudrais planter le décor. Que va-t-il se passer pendant cette session? Nous aurons 3 différents panels. Le premier permettra vraiment de planter le décor. Quel est le problème et pourquoi il est nécessaire de mettre en place la fortification alimentaire à grande échelle? Deuxièmement, nous allons parler de la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, assemblée qui s'annonce, ce que ça signifie et ce qu'elle peut accomplir une fois adoptée, si elle est adoptée, je l'espère en tout cas. Et troisièmement, nous aurons un panel avec une conversation avec les États membres, le secteur privé, la société civile, en ce qui concerne les perspectives de cette résolution et la manière dont cela peut promouvoir la fortification alimentaire à grande échelle. Et comme je l'ai dit, à la fin des 3 panels, nous aurons une session de questions-réponses qui impliquera tous les panélistes. Ensuite, nous aurons un instant sur l'appel à action et ensuite, nous donnerons la parole aux participants du monde entier, plus de 850, pour qu'ils puissent poser des questions s'ils le souhaitent. Et désormais, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Je vais présenter notre premier panel d'experts. Je suis ravie de vous présenter Saskia Ozendarn, directrice exécutive du forum MNF. Merci de nous rejoindre, Saskia. Nous avons aussi le docteur Sylvia Rosen, secrétaire générale de la Fédération internationale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Sylvia, je suis ravie de vous voir. Merci de nous rejoindre. Et Penjabi M. Kambula, qui est chef du programme international pour la fortification alimentaire de l'Alliance GAIN. Bonjour Penjabi. Donc, merci à toutes et tous de nous rejoindre aujourd'hui. Alors Saskia, je voudrais commencer avec vous pour que vous puissiez planter le décor et nous rappeler quel est le problème en ce qui concerne la carence les carences en micronutriments, quelles sont les personnes concernées dans le monde et quelles sont les tendances actuelles. Merci Sean. Eh bien, le problème de la malnutrition par carence en nutriments est un véritable problème. L'année dernière, on a constaté que la prévalence était même pire que ce que l'on pensait. Un enfant sur 2 de moins de 5 ans et une femme en âge de procréer sur 3 est victime de ce fléau. Et dans certains pays d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, il peut s'agir de 90% des femmes en âge de procréer, des femmes qui sont concernées par les carences en vitamine A, en fer, en zinc et en acide folique. Le problème ne se limite pas qu'aux pays à faible revenu. Les pays à revenus élevés sont concernés aussi. Des pans de la population sont concernés par des carences en micronutriments. Par exemple, aux États-Unis, une femme en âge de procréer sur 3 contre une femme sur 2 au Royaume-Uni. Et les chiffres sont même plus élevés parce que certains groupes n'ont pas été impliqués par ces statistiques, notamment les personnes âgées. Ces données n'incluent pas non plus tous les micronutriments, par exemple le iode. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que ces chiffres se basent sur des enquêtes qui ont été collectées avant 2020 et nous savons que le monde a changé depuis. Nous sommes confrontés à de nombreuses crises qui contribuent à ces problèmes, la pandémie du Covid, le changement climatique et notamment la guerre en Ukraine. Toutes ces crises ont augmenté le nombre de victimes de carences en micronutriments
notamment parce que ces personnes ne peuvent pas se permettre de se nourrir décemment avec une alimentation riche en nutriments, des légumes, des fruits, des légumineuses et des aliments d'origine animale, les œufs, la viande, le poisson. Or, c'est essentiel d'avoir un régime diversifié et ce régime est beaucoup plus cher aujourd'hui en raison de toutes ces crises. Alors, qu'en est-il des conséquences? Eh bien, les femmes et les enfants sont les premières victimes parce que ces carences en micronutriments, notamment lorsqu'elles arrivent tôt dans la vie, pendant la grossesse, pendant les premières années de l'année, cela peut donner lieu à des conséquences dramatiques sur la santé, sur le développement, la croissance de ces enfants, notamment sur le développement de leur cerveau. Et ça aura un impact sur l'avenir des enfants, des communautés, de la société dans son ensemble. Donc, dans ce webinaire, nous allons parler davantage des conséquences de la carence en acide folique, notamment pendant la grossesse, et notamment aussi des carences, des déficiences du tube neural. Il y a aussi des carences qui nuisent aux organes comme le cerveau. Ces enfants concernés ont de piètres résultats à l'école et ils sont moins productifs à l'âge adulte. Donc, on constate qu'il y a des conséquences majeures. C'est la raison pour laquelle il faut agir sur ce plan. À vous, Sean. Merci, Zaskia. Donc, en résumé, ce problème est plus grand que nous le pensions, avec des conséquences dévastatrices. Et c'est un problème qui va s'accroître avec les crises multiples auxquelles nous sommes confrontés. C'est même un problème qui serait plus grave qu'on ne le pense si on avait des vraies données. Donc, merci d'avoir planté le décor. Et désormais, Sylvia, à vous de nous rendre optimistes. Parlez-nous de cette résolution de l'Assemblée mondiale de la santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la fortification alimentaire à grande échelle est essentielle pour remédier à ce fléau? Que peut-on faire pour accroître les initiatives en la matière? À vous, Sylvia. À vous, Benjamin, pardon. Eh bien, pour commencer, il faut dire que la fortification alimentaire n'est pas une panacée. Ce n'est pas un remède miracle. Il faut diverses solutions, des plans robustes, notamment en termes de culture, d'agriculture, et il faut aussi des suppléments alimentaires en vitamines. Alors, pour revenir à la fortification alimentaire en tant que telle, Zaskia nous a planté le décor. C'est un véritable problème. Alors, en quoi la fortification alimentaire pourrait aider? En résumé, ce sont des interventions très simples. Il s'agit d'ajouter des vitamines, des minéraux dans les aliments lors de leur traitement. Nous savons que 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un régime alimentaire abordable et de qualité. Donc, que faire pour les aider? Eh bien, c'est une question d'abordabilité, comme Zaskia l'a dit. Une femme en âge de procréer sur 3 au Royaume-Uni est carencée et une femme sur 2 aux États-Unis. Donc, nous avons des données. Et la fortification alimentaire, fondamentalement, ça nous permet de toucher des millions, voire des milliards de personnes grâce à des infrastructures existantes. Mais il ne s'agit pas de créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, de nouvelles chaînes de production. On utilise des aliments qui sont déjà consommés régulièrement avec des chaînes d'approvisionnement existantes et on s'en saisit pour toucher des millions, voire des milliards de personnes avec des micronutriments. Les données de l'UNICEF nous disent que 90% des habitants dans le monde consomment du sel iodé. C'est environ 8 milliards de personnes. Donc, on peut utiliser une chaîne d'approvisionnement existante pour toucher plus de populations. Deuxième point essentiel, l'efficacité en termes de coût, la rentabilité.
En termes de pourcentage, la fortification alimentaire ne représente que 2% en termes de coût. Il y a des économies d'échelle, ça dépend des produits, mais en général, c'est peu. La fortification alimentaire coûte peu. Et le coût varie de la région dans le monde, mais en ce qui concerne le sel, c'est moins de 5 centimes. Pour la fortification de la farine, c'est aussi quelques centimes. Donc, l'efficacité en termes de coût, c'est essentiel. Et dernier point en faveur de la fortification alimentaire et un facteur de succès majeur, c'est toute la question de la durabilité, parce que la fortification implique le secteur privé. C'est le secteur privé qui est clé. Et la plupart des coûts sont pris en charge par le secteur privé dans ce domaine. Les gouvernements ne représentent que 10% des budgets dans ce domaine. Donc, en termes de durabilité, et sachant que les gouvernements ont aussi des contraintes budgétaires, la fortification alimentaire est la meilleure solution. De plus, la fortification alimentaire, ça ne se sent pas, ça ne se voit pas, ça ne se goûte pas, et donc il n'y a pas beaucoup à faire finalement en termes de communication. De plus, c'est une évidence, on sait pourquoi il faut consommer des aliments fortifiés. Alors, quels sont les arguments de ces aliments fortifiés? En 1993, il y avait beaucoup de personnes considérées comme carencées en iode. Et donc, on a commencé à fortifier les aliments en iode dès lors. Si on regarde les pays carencés en iode aujourd'hui, on voit qu'il y en a 20. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a commencé à fournir aux populations des aliments fortifiés en iode. Et donc, on a pu éviter 20 millions de cas de goitre. Donc, quand on voit les avantages potentiels de ces aliments fortifiés, c'est là qu'on a de l'espoir. C'est là qu'on se dit que si on met en place des interventions utiles, eh bien, c'est une lueur d'espoir. Et finalement, on peut vraiment changer la donne. Voilà. Merci, Benjamin. Comme tout le monde l'a dit, la transformation des systèmes alimentaires, c'est essentiel. Et c'est vraiment la première mesure que l'on peut prendre pour commencer à lutter contre ces difficultés. Merci à Sylvia de nous rejoindre également. Alors, Sylvia, je voudrais que vous nous parliez de la Fédération internationale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Expliquez-nous pourquoi votre organisation travaille sur la fortification alimentaire à grande échelle. Et avant de vous donner la parole, pour ceux dans le public qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser l'option Q&A. À vous, Sylvia. Merci, Sean. Alors, je suis totalement d'accord avec Zaskia et Benjamin. Et comment utiliser les connaissances que nous avons aujourd'hui pour prendre des mesures qui porteront leurs fruits? Notre fédération est une fédération internationale qui représente la communauté du spina bifida et de l'hydrocéphalie dans le monde. Ça implique les patients, les familles et les organisations représentatives. Nous voulons promouvoir et protéger les droits humains de ces populations conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, et nous voulons améliorer la qualité de leur vie tout en réduisant les cas que l'on peut éviter. Alors, en matière de plaidoyer au niveau international, on travaille sur le changement de la rhétorique et aussi on veut renforcer la légitimité de nos politiques. Nous avons un discours politique, premièrement, adressé à la communauté internationale pour
identifier les mesures visant à réduire la prévalence et la récurrence de ces maladies. C'est une priorité internationale. Et techniquement, nous voulons aussi établir des méthodes pour le faire grâce à des politiques et de la collecte de données. Alors nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un élan mondial en faveur de la fortification alimentaire à grande échelle. Cependant, si on se penche sur l'aspect politique et technique du narratif, on voit que les avis sont mitigés, que les résultats sont mitigés. Il faut aussi travailler sur la question des droits des personnes handicapées. Il faut faire du plaidoyer, travailler davantage sur le spina bifida et sur la stigmatisation de ces maladies. Il faut lutter contre les stéréotypes aussi. Alors bien sûr, ce sont des questions très complexes, mais la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé est essentielle parce que ça combine tous ces divers éléments. C'est vraiment une question de collaboration. Il faut impliquer le secteur public, privé et la société civile. Dans la région africaine, on a vraiment progressé. 29 pays ont mis en place des programmes de fortification alimentaire et des défis persistent, mais il est possible d'agir, notamment en impliquant les personnes concernées, notamment en fortifiant des aliments. Il faut impliquer les acteurs de la fortification et les personnes qui ne connaissent pas ce sujet. Et donc la collaboration, c'est essentiel. Nous avons travaillé avec Millers en matière de fortification alimentaire pour changer le narratif, pour que ce soit moins abstrait, moins lourd administrativement parlant, et pour avoir une action sanitaire plus collaborative en impliquant tous les acteurs de la fortification alimentaire et toute la communauté du spina bifida et de l'hydrocéphalie. La fortification alimentaire est essentielle, notamment pour prévenir le spina bifida. Et les études montrent que nous pouvons y arriver si tous les acteurs unissent leurs forces. Par conséquent, pour moi, cette résolution est essentielle parce qu'elle pourrait vraiment nous permettre de redoubler d'efforts. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est très émouvant parce que vous parlez de personnes. Nous sommes des technocrates pour la plupart, mais ce sont finalement des individus dont il s'agit. Et c'est la raison pour laquelle il faut mener à bien cette résolution. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je crois que nous sommes arrivés au terme de ce panel. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons vers vous lors de la discussion ouverte à la fin du webinaire. Donc, merci beaucoup à Zaskia, à Sylvia, à Penjami, et nous vous retrouverons tout à l'heure pour la session questions-réponses. Et désormais, le prochain panel, deuxième panel. Dr. Kamel Hotmeh, who is a pediatric neurosurgeon, researcher, and advocate with the Global Alliance for the Prevention of Spina Bifida. Then we also have Nous avons donc avec nous M. Kamal Godman, qui est neurochirurgien pédiatrique. Nous avons également Mme Maria Juliana Torino Quintero, qui représente le gouvernement de Colombie. Merci à vous personnellement, mais merci aussi au gouvernement de la Colombie pour avoir soutenu cette résolution. Louise Maria Deregli, qui est chef de l'unité Action multisectorielle dans les secteurs système alimentaire OMS. Donc, il va s'agir de faire de cette résolution une action, des actions. Et enfin, Papatya Alkanjenka, membre du conseil d'administration de l'association turque de Spina Bifida.
Donc, nous avons eu un peu d'écho. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir rejoints. J'aimerais commencer avec vous, Luz, parce que nous avons beaucoup parlé de l'Assemblée mondiale pour la santé, mais peut-être que pourriez nous expliquer ce qu'est cette Assemblée et quel est l'objectif de cette résolution de l'Assemblée mondiale pour la santé. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, nous avons vu qu'il était très important de voir que beaucoup d'efforts sont réalisés aujourd'hui au niveau de cette résolution, mais aussi en faveur d'actions, c'est-à-dire qui doivent suivre cette résolution. Donc, l'Assemblée mondiale de la santé est la partie donc santé de l'OMS, plus de 100 États membres donc, de l'OMS, et il s'agit, ils se réunissent donc à Genève et ils discutent des priorités de politique en matière de santé. Par exemple, dans ce cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a des programmes de santé et qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Cette résolution porte sur ce sujet, donc tous les États membres s'engagent à soutenir cette résolution et à les intégrer dans leurs programmes nationaux. Merci. Donc, c'est effectivement très utile. Je pense que cela nous donne également le contexte. Pourquoi est-ce que cette assemblée, la réunion de cette assemblée est essentielle et très importante en ce qui concerne les carences en micronutriments. Dr. Kemel, merci beaucoup. Personnellement, donc merci pour au gouvernement de la Colombie d'avoir soutenu cette résolution. Est-ce que vous pourriez nous parler des États, du rôle des membres de cette assemblée? Quel est le rôle des États membres pour faire avancer ce problème de santé crucial? Vous avez également convaincu de nombreux sponsors. Merci de partager avec nous votre expérience. Merci tout d'abord. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Au nom du gouvernement de la Colombie, c'est un plaisir pour moi de voir tous les représentants des ONG et de la société civile dans cette initiative. Comme Sean l'a dit, nous espérons que cette résolution va être approuvée au cours de la prochaine réunion, donc au mois de mai. Par le secrétariat de l'OMS, et comme Luz vous l'expliquait, il s'agit avant d'arriver à l'Assemblée, nous avons des négociations à organiser au niveau du comité exécutif. Donc, il s'agit d'une action très concrète et nous devons nous concentrer sur la réalisation de ces actions. Donc, en Colombie, nous travaillons en étroite collaboration avec la société civile et avec les universités et les instituts de recherche. Et nous sommes conscients du fait que nos programmes n'étaient pas tout à fait convaincants en ce qui concerne l'enrichissement des aliments. Et donc, aujourd'hui, nous avons effectivement observé qu'il y avait une manière beaucoup plus efficace d'éviter les maladies non transmissibles, comme notamment la spina bifida, grâce à des mesures de prévention, notamment l'enrichissement des aliments. Donc, pour nous, en travaillant avec le secrétariat de l'OMS, très étroitement avec le secrétariat d'autres organisations, nous avons commencé à proposer des solutions au niveau juridique et au niveau aussi pratique. Et nous travaillons très étroitement également avec la société civile. Donc, c'est un bon exemple de travail diplomatique.
Notre travail en tant que membre du gouvernement et des organisations, c'est d'essayer d'améliorer le travail des organisations pour pouvoir atteindre les principaux objectifs de ces organisations. Je vais en rester là pour donner ensuite la parole à d'autres orateurs. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup pour votre fonction de leader. Je pense que tout cela vient à point nommé. Est-ce que, Kamel, vous êtes Surgeon based in Bogota, neurochirurgien pédiatrique, chercheur et défenseur who is so de passionate about l'Alliance large-scale food mondiale fortification. pour la So prévention part du of the spina beauty bifida. Donc, on pourrait imaginer que vous n'êtes pas forcément enthousiasmé par ces programmes d'enrichissement, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer comment votre expérience personnelle a permis over de to you. soutenir cette Sean, thank you. résolution au niveau du gouvernement colombien? Merci. Merci à tous les participants à ce webinaire. Nous, en ce qui concerne les malformations congénitales comme spina bifida, nous avons commencé à travailler sur les individus atteints de ces NMT. Et il y a un certain nombre d'éléments dans la littérature scientifique qui montrent qu'en fait, que ces MLT peuvent être évités. Et nous avons donc commencé à travailler sur ce plaidoyer. Comment est-ce que nous pouvons dépasser ce stade? Comment est-ce que nous pouvons nous concentrer sur cette prévention alors que nous avons des données scientifiques depuis plus de 30 ans? Il s'agit de travailler avec ceux qui développent les politiques, élaborent les politiques dans les différents pays et bien sûr, tout d'abord avec le gouvernement de Colombie, avec le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un problème de santé publique majeur. Leur attitude a changé et on a obtenu un soutien immédiat de la part des deux ministères, donc de la Santé et des Affaires étrangères. D'abord, nous avons pu mettre à jour la législation colombienne, ou en tout cas la réglementation colombienne en ce qui concerne l'enrichissement des alimentaires. Nous faisons de l'enrichissement depuis les années 90 et la prévalence d'un certain nombre de maladies neurologiques, notamment de malformations congénitales, a baissé. Donc, nous avons déjà une réglementation en place. Ensuite, il s'agissait de mettre tout cela à échelle et d'optimiser tout cela. Deuxièmement, comment promouvoir cette initiative au niveau mondial. Ensuite, d'un point de vue scientifique, en tant que membre de la société civile et ONG, différentes organisations, des universités, mais aussi des organisations professionnelles et l'Alliance mondiale pour la prévention de spina bifida ont commencé donc à accompagner cette initiative. Et aujourd'hui, nous avons d'abord procédé à des échanges de connaissances, à du partage de connaissances, et parce que il y a toujours des évolutions, des développements scientifiques qui permettent de prendre de meilleures décisions qui vont impacter les gens dans le monde entier. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il s'agit de prendre des décisions
Il s'agit notamment de tenir compte de la dimension humaine et de proposer des solutions. Et comme vous l'avez expliqué, de nombreux pays ont déjà des programmes d'enrichissement alimentaire, mais comment est-ce que nous pouvons les mettre à jour pour améliorer leur performance? J'aimerais maintenant donner la parole à Papatia. Vous êtes affecté par le spina bifida vous-même et vous êtes membre de l'Organisation mondiale contre le spina bifida et l'hydrocéphale. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expérience et le rôle que joue cette organisation? Parce que, comme nous l'avons entendu dans le premier panel, je pense que c'est effectivement une partie essentielle de cette résolution, c'est de représenter les personnes qui vivent avec ces maladies. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je vais commencer je suis une femme turque atteinte de spina bifida et j'aimerais dire que je ne suis pas la conséquence de ma spina bifida. C'est simplement une pathologie dont je suis atteinte. J'aimerais penser que je suis plus que simplement cette pathologie. Même mon handicap n'est pas dû au fait que ma mère n'a pas pris suffisamment d'acide folique. Je suis handicapée parce que la société dans laquelle nous vivons n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour me la rendre pleinement accessible. Mais je connais les défis que pose le spina bifida. C'est pourquoi j'aborderai la question sous l'angle de l'activisme en faveur des personnes handicapées et de la défense des droits de l'homme. Je fais partie de la communauté mondiale des personnes atteintes de spina bifida. Je parle de communauté, spina bifida ou hydrocéphalie. Lorsque je parle de cette communauté, j'entends un grand groupe de personnes comprenant les personnes atteintes de spina bifida, hydrocéphalie avec leur expérience vécue, leur famille et les organisations représentatives dans le monde entier. Dans mon cas, je représente ici l'association turque du spina bifida. La spina bifida est la plus courante et la plupart des enfants atteints de spina bifida développent également une hydrocéphalie, une condition dans laquelle le liquide céphalorachidien s'accumule dans le cerveau. Le spina bifida et l'hydrocéphalie sont des maladies complexes qui entraînent à des degrés divers des problèmes de mobilité, d'intestin, de vessie, de cognition. Donc, en ce qui concerne la Turquie, la situation en Turquie, la Turquie a des taux élevés de spina bifida. 4 naissances vivantes sur 1000 en Turquie présentent une forme ou une autre de MNT. Ce qui signifie que les répercussions de ce nombre élevé sont énormes. Il y a simplement un faible pourcentage de femmes qui prennent de l'acide folique. Donc, la Turquie est passée par une phase de discussion sur l'enrichissement des aliments, bien qu'elle n'ait pas encore adopté la politique en la matière. Nous avons mené une campagne sur les médias sociaux et lancé une pétition pour l'ajout d'acide folique dans la farine. Nous avons tenu un certain nombre de réunions avec le ministère de la Santé, avec une campagne sur les réseaux sociaux également pour l'ajout d'acide folique dans la farine. Nous avons préparé un rapport, nous l'avons présenté au comité des maladies rares du Parlement national turc. Nous avons formé un groupe de travail en collaboration avec des neurochirurgiens spécialisés dans le spina bifida et l'hydrocéphalie. Notre président siège au comité scientifique qui concerne le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Nous sensibilisons à l'importance de l'enrichissement et partageons des messages clés par l'intermédiaire de notre réseau et des canaux de réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je peux dire que la base est faite. Donc, mon association nationale entretient des liens étroits avec la Fédération internationale car nous pensons que nous ne sommes forts que si nous avons des activités locales liées à la chaîne mondiale. Donc, la TSBA collabore activement avec la Fédération internationale pour influer sur la politique de fortification. La Fédération internationale est un centre d'information et un réseau. Elle était présente lors des délibérations sur cette résolution à Genève, mais même avant cela, la Fédération internationale avait déjà entamé des discussions et établi des passerelles entre les partenaires publics, privés et civils. Depuis des décennies, est un ardent défenseur de l'enrichissement à grande échelle des aliments en acide folique et dans le cadre de ses activités de plaidoyer, elle travaille avec des partenaires depuis 1 an pour faire adopter une résolution forte sur l'enrichissement des aliments. Mais cela n'aurait pas été possible sans les membres du Fonds international pour l'alimentation
Les membres de cette association internationale jouent un rôle essentiel dans la défense des intérêts de la communauté à l'échelle mondiale. Les avancées au niveau international ne peuvent se faire sans progrès au niveau local et national. Nous sommes des défenseurs de longue date d'une approche de la prévention fondée sur les droits de l'homme. Ce que j'aimerais dire enfin, c'est qui serait mieux que les patients eux-mêmes, ce que signifie que vivre avec une atteinte dans une société largement dominée. Nous soutenons l'adoption de la résolution, pardon. C'est un pas dans la bonne direction, mais il y aura toujours des personnes affectées par le médecin militant qui n'obtiennent pas de soutien. Et nous devons garder à l'esprit qu'il y aura toujours ces personnes et qu'il est donc de notre devoir à tous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire la prévalence des MTN. Merci. Merci beaucoup, Papatia. Je pense qu'effectivement, merci à vous et merci à tous les membres de ces organisations dans le monde entier. Je pense qu'au niveau technique, vous avez également insisté sur un point très important. Pourquoi est-ce que ces programmes d'enrichissement alimentaire sont particulièrement importants? À cause des dommages aux enfants à naître. Donc, c'est un point important. Nous n'avons que 4 minutes, donc ce que je voulais proposer, c'était poser une question, en ce qui concerne le nombre. Aujourd'hui, en plus de la Colombie qui a été à l'origine de cette résolution, nous avons 11 autres gouvernements et tous les gouvernements de l'Union européenne qui ont sponsorisé la résolution. Donc, nous sommes à 38. Nous espérons pouvoir augmenter ce chiffre lorsque la résolution arrivera au moment du vote. Mais très rapidement ici, quel est le message clé que vous souhaiteriez que chaque membre ici reprenne donc sa discussion? Julia, je vais commencer par vous. Merci, merci de nous avoir donné ces chiffres. Je pense que le message clé de la perspective sous l'angle de la Colombie, c'est que nous pouvons effectivement arriver à un consensus sur ce sujet. Bon. Ce type de programmes sont très clairs avec une perspective des droits de l'homme, des personnes qui ont souffert et vous avez des mesures très efficaces pour éviter ces problèmes. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a toujours d'implications, beaucoup d'acteurs. Et donc, le message clé ici, c'est continuer de vous battre. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le message que je voudrais transmettre aux États. C'est une résolution importante. Et nous pourrions rassembler autour de la table des États plus concernés par la manière dont la fortification alimentaire peut avoir un impact sur leur propre population, parce qu'il y a des disparités entre les pays développés et les pays en développement. Et donc, il faut en tenir compte lorsque l'on travaille sur des résolutions de ce type. Mais on ne doit pas abandonner. C'est ça qu'il faut retenir. Eh bien, merci pour votre ténacité et pour votre diplomatie scientifique. Merci à vous. Luz, quel sera votre message? Eh bien, la résolution appelle à accélérer les efforts en matière de fortification alimentaire. Nous devons redoubler d'efforts, nous devons rassembler diverses communautés et, plus important encore, désormais, il faut suivre les progrès.
C'est quelque chose de majeur. Il faut mesurer nos efforts. Et c'est là que nous devons travailler davantage. Donc, ça appelle les États à créer des données, à mettre en place des programmes pour remédier aux problèmes. Et donc, en ce sens, c'est vraiment la première résolution qui le fait. Elle reconnaît les carences en micronutriments, elle évoque les malformations congénitales et elle mesure aussi l'importance du financement. Le financement est un élément clé. Nous pouvons avoir des éléments tangibles, scientifiques, mais si nous ne sommes pas en mesure d'avoir les moyens financiers du secteur privé comme public, des gouvernements, il sera très difficile d'avancer. Et donc, je pense que la résolution permet de rassembler toutes les pièces du puzzle et de responsabiliser tous les acteurs. À vous, Kamel, très brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement, j'aurai 3 messages à transmettre. Premièrement, la fortification, la supplémentation et la fortification alimentaire à grande échelle, ce sont des mesures complémentaires que nous devons combiner en fonction du contexte et des besoins des États membres concernés. Deuxièmement, plaider pour la fortification alimentaire, ça ne signifie pas pour autant que l'on ne soigne pas les personnes concernées par des malformations congénitales, le spina bifida et d'autres affections. Il faudra aller de l'avant, réorienter nos efforts et nos ressources pour améliorer les soins de santé aussi. Enfin, une fois que la résolution sera adoptée, ce ne sera pas le résultat, ce sera un point de départ. Il faudra améliorer la mise en œuvre, l'augmentation du public, le suivi et la responsabilisation sur le long terme. Donc, c'est pour ça que nous aurons besoin de tous les acteurs concernés qui sont très bien représentés dans ce webinaire pour concrétiser nos efforts. Et c'est comme ça que nous saurons faire de lance en la matière, dans la mise en œuvre de cette résolution. Merci. J'ai un message de Papacha. Papacha a eu un souci de connexion. Nous espérons qu'elle pourra nous rejoindre dans un instant pour la session de questions-réponses. Merci énormément à vous 4 et nous nous retrouvons tout à l'heure. Et petite piqûre de rappel à nos participants, si vous avez des questions, utilisez la fonction dédiée pour les poser. Et désormais, panel numéro 3. Je suis ravie de vous présenter Amiana Asfo, responsable du groupe d'investissement Mintu et ancien responsable général de l'association éthiopienne Millers. Je vous présente aussi Inoshi Sharma, directrice exécutive de l'autorité de sûreté des aliments et des normes en Inde, qui a connu un bouleversement en matière de fortification alimentaire en Inde. Ma compatriote, Dr Ndiaye Fartou, qui célèbre sa journée de l'indépendance au Sénégal. Bienvenue. Elle représente le comité sénégalais pour la fortification alimentaire COSFAM et j'ai eu le plaisir de collaborer avec cette organisation depuis 20 ans maintenant. Et nous avons aussi Madame Choki, responsable du programme nutritionnel. Alors, merci à toutes et tous. Merci de nous rejoindre. Donc, je vais poser une question similaire à Enoshi et Ndiaye Fatou. Peut-être en commençant par Enoshi, est-ce que vous pourriez parler de la fortification alimentaire en Inde? Quel est le rôle de la fortification alimentaire pour lutter contre les carences en nutriments en Inde? Et je vais poser la même question à Ndiaye, mais nous allons commencer par Inoshi. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et merci de l'occasion qui m'est donnée de vous expliquer ce que nous faisons en Inde. La fortification alimentaire a été adoptée comme une stratégie complémentaire pour lutter contre la malnutrition par le gouvernement.
Nous avons 3 grands programmes où nous travaillons sur le riz et 40 aliments fortifiés ont été mis en place aussi, commercialisés, notamment pour les mères qui allaitent, les enfants jusqu'à 5 ans. Ce sont des programmes qui concernent 89 millions de bénéficiaires. Ensuite, nous avons un autre programme pour les écoles. Du riz fortifié est fourni dans ce contexte. Et ça concerne 120 millions d'enfants. Et ensuite, il y a un programme qui concerne là encore du riz fortifié fourni à 800 millions de bénéficiaires tous les mois. Donc, le système de distribution public inclut ce programme de nutrition et aussi des formations the frontline workers, fournies aux travailleurs en première ligne, à ceux qui agissent dans ce secteur, aux magasins. Et donc, on inclut divers acteurs dans ce programme. Je tiens à vous dire aussi que je travaille au sein de l'Autorité de sûreté des aliments et des normes en Inde. Et en 2018, nous avons créé une norme sur l'alimentation fortifiée qui implique le riz et le sel. En 2020, 3 aliments, les céréales notamment, et les jus de fruits ont été impliqués. L'année dernière, en 2022, la norme du riz fortifié a aussi été mise en place avec des ingrédients spécifiques. Nous avons mis en place une mesure aussi, une norme de fortification alimentaire pour que les bénéficiaires et les consommateurs puissent facilement identifier les aliments fortifiés grâce à un programme de certification. Et donc tout cela s'inscrit dans la stratégie 666 avec 6 groupes cibles, les enfants de moins de 5 ans, les enfants de 5 à 9 ans, les filles et garçons adolescents de 10 à 19 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les femmes en âge de procréer. Et bien sûr, les bénéficiaires du système public qui touchent toutes les tranches d'âge et toutes les catégories de population. Cette stratégie a vocation à lutter contre les carences en micronutriments. Merci. Merci beaucoup, Inoshi. Merci pour le message que vous avez transmis et que nous sommes tous d'accord pour dire. La transformation, la fortification alimentaire, ça fait partie de tous les plans mis en place pour lutter contre les carences. Ndiaye Fatou, pour vous, quel est le rôle de la fortification alimentaire au Sénégal et comment cela s'inscrit dans la stratégie globale pour lutter contre les carences au Sénégal? À vous. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une solution complémentaire pour combler les gaps de carence en micronutriments aux côtés de la diversification. Donc, au Sénégal, depuis 2002, la fortification est rendue obligatoire pour l'huile, la farine. Le sel, c'était bien avant, depuis 1994. Donc, nous avons des normes élaborées au sein du Comité sénégalais pour la fortification des aliments, que l'on a rendu obligatoire par décret depuis 2009. Donc, la fortification est en cours. Maintenant, comment c'est pris en compte dans nos politiques et stratégies? C'est par la mise en place d'un environnement favorable à l'enrichissement des aliments au Sénégal. Un cadre administratif, technique et organisationnel favorable à l'enrichissement. Donc, c'est également l'instruction au plus haut niveau de la fortification dans les stratégies de lutte contre les carences en micronutriments. Donc, avec la politique de développement de la nutrition au Sénégal, cette stratégie est au cœur et occupe une place importante avec la mise en place et l'élaboration d'un plan stratégique
spécifiquement dédié à la fortification. Donc, que ce soit l'île, la famille, le sel, nous avons des plans stratégiques dédiés. Donc, que l'on met en œuvre avec les différents secteurs, que ce soit le secteur industriel, artisanal, le commerce. Et chaque secteur met en place la composante de la fortification qui permet d'avancer l'enrichissement des aliments. Donc, avec cette stratégie, nous nous occupons et de la fortification à grande échelle et de la fortification à petite échelle. À grande échelle avec les industriels et à petite échelle avec les petits producteurs. Chaque fortification a sa spécificité, mais le plan stratégique prend en compte toutes les spécificités et développe les composantes dédiées à toutes les fortifications, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle. Mais c'est également le développement au niveau agricole de programmes et projets pour faire la promotion et développer les cultures biofortifiées. Donc, on a tous ces éléments de lutte contre les carences en micronutriments pilotés au plus haut niveau par le CNDN, le Conseil de développement de la nutrition, qui prend en charge la fortification, que ce soit au niveau national et communautaire. Mais c'est également au niveau de l'État l'inscription d'une ligne budgétaire spécifiquement dédiée à la fortification, ce qui n'est pas rien, car il booste et permet de mettre en œuvre toutes les stratégies et également des activités dans tous les recoins du Sénégal. Thank you so much, Ndeye Fatou. And Enoshi, I would also share. Merci, Ndeye. Alors, je suis moi-même consommateur au Sénégal et nous avons un logo qui, à ma connaissance, a été adopté en 2009 lorsque la fortification est devenue obligatoire. Et c'est un label qui désormais s'est exporté. Alors, dans notre panel, nous avons une actrice concernée par la fortification et pas seulement par le plaidoyer. C'est Haymanat, je suis ravie de vous avoir ici. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. L'Éthiopie est un acteur majeur en matière de fortification alimentaire puisque l'Éthiopie veut travailler sur de la farine fortifiée en tant que responsable du secteur privé. Quelles sont vos réflexions et quelle est la situation de la Fondation Miller? De quelle aide avez-vous besoin? Merci. Merci de votre invitation. Je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Alors, vous avez raison. Nous avons désormais une farine fortifiée depuis juillet. Mais avant de répondre à la question, que s'est-il passé avant? Ces 7 dernières années, nous avons travaillé sur l'huile et la farine fortifiée. Nous n'avons pas réussi à faire tout ce que nous voulions en raison de défis, mais ce sont tout de même des progrès parce que, comme vous le savez, nous avons un conflit majeur au niveau local en Éthiopie. Beaucoup de personnes ont été déplacées, notamment des enfants, des femmes, et c'est une situation très complexe. L'autre point, c'est le changement climatique. Nous avons eu des mauvaises cultures en raison du changement climatique et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris la mesure de l'enjeu en mettant en place un programme de fortification alimentaire à grande échelle, en comprenant comment lutter contre la malnutrition par carence en nutriments. Donc, nous connaissons désormais les avantages de la fortification. Nous nous sommes intéressés aux technologies pour le faire. Dans le secteur privé, nous avons besoin de technologies
Nous produisons de la farine, mais on ne produit pas les aliments qui fortifient, donc il faut des technologies pour le faire. Il faut des structures, des infrastructures sur place. Par conséquent, le secteur privé joue un rôle majeur parce que dans l'industrie minière ou l'industrie pétrolière, les capacités ne sont pas les mêmes, mais nous avons tout de même des capacités parce que la farine de blé est essentielle pour nous. Elle est largement disponible et largement consommée dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déjà mis en place cette farine fortifiée dès 2015. Et maintenant, on comprend que l'anémie et d'autres troubles sont liés à ces carences en nutriments. Ainsi, le secteur privé est plus sensibilisé et comme c'est obligatoire, ce sont des mesures obligatoires, ils doivent agir. Bientôt, nous aurons d'autres mesures obligatoires en matière de fortification alimentaire. Et donc, le secteur privé s'implique beaucoup. Il est très réactif, très résilient en matière de fortification. Ils essayent de se préparer pour fortifier leurs aliments et pour coopérer. Mais bien sûr, il y a des défis. Il y a encore du pain sur la planche. Et nous comprenons que la fortification alimentaire, ce n'est pas un remède miracle. C'est un remède qui aide énormément. Mais quoi qu'il en soit, nous devons renforcer nos systèmes. Nous devons avoir un système robuste d'emblée pour fortifier nos aliments. Et en termes de défis, il n'y a pas de micro-dose de fortification dans notre pays. Et c'est ça le problème, ce sont les capacités. Les échelles ne sont pas très grandes. Des fois, il faut faire appel à Gain, à d'autres acteurs pour avoir ces microdoses. Mais ce n'est pas le cas dans tous les secteurs. Donc, pour importer les microdoses, les formules, etc., il faut travailler et il faut améliorer l'accès aux différents pays. L'autre défi, c'est que même si nous avons des capacités, nous ne pouvons pas approuver toutes les techniques. Il faut renforcer les capacités. C'est un aspect essentiel. Nous avons besoin de procédures. Nous avons besoin de renforcer nos capacités. Notre industrie n'est pas en mesure de pleinement mettre en œuvre la fortification. On peut le faire de multiples manières. Et pour le faire, nous avons besoin de ce type d'exposition. Donc voilà un autre défi auquel nous sommes confrontés. Ensuite, il y a l'accès au financement, bien sûr. L'accès aux banques, c'est un défi de taille parce que souvent, nous avons l'inflation, une inflation majeure. Et accéder aux banques privées, c'est une gageure. Nous produisons du blé, nous produisons des céréales, notamment du blé, et nous voulons produire, mais au niveau local, il y a un approvisionnement limité toujours. Et il y a des disparités en termes de production, de pratiques agricoles dans la production du blé.
Il faut travailler sur la productivité, mais aussi sur l'approvisionnement, parce que l'approvisionnement reste un problème. L'accès aux matières premières aussi, c'est un autre problème. Frustrated if it is mandatory. I mean, mandatory should be maybe Mhm. controlled something. That is maybe Donc, they frustrated always the things. alors, c'est très frustrant. We are also very frustrating so far, but we understand it. Situation. Very important. Nous sommes nous aussi très Understanding. frustrés. Nous comprenons bien au niveau du gouvernement The right que time. le gouvernement a pris les bonnes décisions Fortification, particularly with flour, compte which is consumed tenu de is the last 2 l'enrichissement, because of the des human. besoins d'enrichissement alimentaire, mais we depuis get much 2 ans, compte tenu des activités humanitaires, nous for the displaced people. avons été capables, nous avons été en mesure de fournir de l'huile de table fortifiée, mais aussi du blé, de la farine Different fortifiée. market. Un certain nombre d'activités humanitaires nous ont Advantages. permis donc The de so- faire bénéficier la population de Much is ces all aliments. Effectivement, c'est très industry and important rest. d'entendre parler de ce partenariat avec l'industrie, notamment avec les meuniers, comment écouter l'industrie et quels sont les besoins de cette industrie. Maintenant, So many je suis très heureux d'avoir malnutrition, and I guess just some of your un reflections of représentant what you heard de today. la Commission Resolution européenne qui accompagne un certain nombre de programmes. Quelles sont for vos support to réflexions sur cette countries to address résolution et comment malnutrition. est-ce que cela peut Sorry to remind vous permettre d'accompagner un certain back nombre for de some pays dans for everyone to have a besoins en quick matière and d'enrichissement. everyone will be Et question and nous answers. Over to you. reviendrons donc, nous redonnerons donc la So, parole à tous les I would intervenants. from the donor's perspective, Alors, this new la perspective des respect to bailleurs de fonds. Aujourd'hui, cette résolution est un outil essentiel. Il faut avoir un dialogue en matière de politique sur l'enrichissement alimentaire et d'avoir également la manière dont l'enrichissement alimentaire peut accompagner cette lutte contre la malnutrition et contre les carences. Comment, quoi faire, comment procéder? Quelles sont les populations qui sont les plus affectées par ces carences en micronutriments? Et les bailleurs de fonds préfèrent avoir des preuves scientifiques dans ce genre de situation parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour nous de guider, de montrer où investir l'argent, où investir, comment est-ce que nous pouvons être aussi efficaces que possible. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Là, l'enrichissement alimentaire est essentiel pour la santé humaine. Donc, cette résolution est très utile pour nous pour justement organiser des discussions, des dialogues en matière de politique et pour préparer au mieux les nouveaux programmes. Merci. Merci beaucoup. Je sais que vous portez la casquette des bailleurs de fonds, mais je sais qu'en Europe, tous les pays membres de l'Union cherchent des solutions et cela est très utile. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à un appel à tous les panélistes pour d'autres questions. Donc, nous reviendrons. Merci beaucoup à tous. Kamal, si je pouvais vous poser d'autres questions, comme nous le voyons, le soutien à cette résolution est essentiel, mais cela ne servira à rien si nous n'avons pas d'action concrète sur le terrain. Il y a des centaines de participants dans le monde entier qui suivent notre... Est-ce que vous pourriez
nous parler de votre travail en to get Colombie et de voir comment faire en sorte que vos gouvernements s'impliquent pour arriver à des actions efficaces contre ces carences. Merci, Sean. Deux étapes concrètes lorsqu'il s'agit de contacter le ministère de la Santé dans votre pays. D'abord, contacter les membres de GAIN qui, eux, donc, pourront à leur tour contacter le ministère de la Santé. D'abord, expliquer quelle est l'importance, quel est l'impact de cet enrichissement alimentaire et comment est-ce que cela permet d'améliorer la qualité de l'ensemble du système. Et deuxièmement, utiliser des ressources, quelque chose qui permet de partager des connaissances et de faire passer un message fort. Tout cela est très utile. Nous allons partager quelques diapositives à la fin de ce webinaire. Nous avons également partagé des ressources dans le chat, dans la discussion, pour que vous puissiez utiliser ces différentes ressources. Donc ça, ce sont deux éléments concrets que toutes les personnes qui font un plaidoyer pour l'enrichissement alimentaire, notamment les ONG, mais aussi les associations familiales. Ces ressources existent. N'hésitez pas à les utiliser. Elles sont nombreuses. Et ce que nous aimerions, c'est lancer un appel à agir à tous nos gouvernements, y compris dans les États qui sont déjà co-sponsors de cette résolution, mais notamment, d'autant plus ceux qui n'ont pas encore exprimé leur soutien pour cette résolution, pour les inciter à le faire. Je vous redonne la parole, Sean. Merci beaucoup, Kamel. about in Et I vous think has come across this avez incredible coalition of vous actors avez déjà exprimé, c'est society to une pay coalition d'acteurs au niveau des gouvernements, des organisations de patients, de la société civile, les institutions universitaires et de recherche qui ont toutes exprimé leur soutien. of Et comme vous l'avez déjà dit, je pense que nous, comme je vous l'ai dit, cela fait à peu près une vingtaine see d'années que this je resolution and this incredible travaille dans ce domaine et c'est extraordinaire de voir cette résolution et l'impact que pourrait avoir l'enrichissement alimentaire. we go to the Je next pense que slide, nous devons tous concrete action faire des efforts pour faire en sorte que cette résolution soit adoptée et qu'elle soit suivie government aussi delegation d'actions. D'abord, savoir qui gère, qui va you représenter need to votre pays, notamment quelle sera la délégation qui participera à cette Assemblée mondiale pour la santé. Et puis ensuite, essayer de rencontrer les membres de votre délégation. En personne, c'est toujours mieux. Sinon, vous pouvez toujours leur envoyer un email et puis partager des informations sur la résolution de l'Assemblée mondiale pour la santé sur l'enrichissement alimentaire. Comme Kamel vous l'a expliqué, il existe de nombreuses ressources, provided which let's not go to y the compris les resources. liens qui ont été And then proposés. we really, what action we want is we really want your Et delegation ensuite, quelles sont les actions? C'est-à-dire, nous aimerions que vos délégations or it can be done expriment in writing. leur soutien d'une manière officielle, soit par écrit, soit oralement. Et comme nous This l'avons is déjà also dit, l'enrichissement existe déjà to dans ces celebrate what pays. Donc, they're c'est already également une doing. opportunité pour votre They'll be pays, pour doing votre even gouvernement d'insister sur ce qui a déjà été fait et sur ce qu'ils ont l'intention de faire pour être encore plus efficaces dans les 2 années à venir. to Parce report que, back comme Luz l'a dit, lorsque cette résolution aura été votée, les États membres resources available. devront prendre des mesures concrètes sur le terrain. Donc voilà, toutes ces ressources qui sont disponibles et je pense que tout cela sera mis dans la boîte de discussion. Et si vous allez au micronutrient.org au MES, vous aurez accès And à toutes certainly ces reach ressources. Et
si vous souhaitez prendre dernière diapositive, je voulais partager avec vous simplement un certain nombre de dates. En plus de ces séminaires, nous aurons un événement en personne le 23 mai en marge de l'Assemblée mondiale de la santé, donc le 23 mai à Genève, au Château des Pentes, à l'hôtel que vous pouvez rejoindre à pied de la réunion, et nous invitons à parler de la résolution. Donc, nous invitons tous les membres à participer et nous savons que c'est une action essentielle. Donc, en juillet à Rome, les Nations unies organiseront également une réunion sur les systèmes alimentaires et c'est une des actions essentielles pour les systèmes alimentaires. Ensuite, nous aurons un forum sur les micronutriments qui sera donc hybride, c'est-à-dire en personne et en virtuel, avec de nombreuses sessions sur l'enrichissement alimentaire. Et je pense que nous pourrons voir ce qui a été réalisé après l'adoption de la résolution. Alors, je ne sais pas exactement combien il nous reste de minutes. Il nous reste 15 minutes. Donc, nous avons à peu près 10 minutes pour des questions rapides à tous les panélistes. Et je vais choisir quelques questions. Parmi de nombreuses questions qui ont été posées, je vais commencer par montrer ma préférence pour le Sénégal. Une des questions a été posée sur les échanges commerciaux au niveau régional. Et est-ce que les normes nationales sont en fait un obstacle aux transactions commerciales transfrontalières? Donc, notamment l'EFTA, c'est-à-dire la CEDEAO, comment est-ce que cela a permis d'avancer ou pas? Donc, la CEDEAO. Vous n'êtes pas connecté. Merci de mettre votre micro en route, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Ndaye Fatou, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais en tout cas, votre micro est encore fermé. OK, je vous ai raté. Merci d'ouvrir si vous voulez prendre la parole. Excusez-moi, je vous ai raté, oui. Yeah, it was because one of the questions that came up was if a national question qui a été posée, c'est est-ce que les mandats nationaux dont vous avez parlé, en fait, empêchent les transactions commerciales transfrontalières? Vous avez parlé de l'expérience de la CEDEAO sur l'harmonisation régionale. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? OK, merci beaucoup. Oui, non, vraiment, ces deux organes, que ce soit l'UEMOA et la CEDEAO, nous aident beaucoup à justement ne pas avoir de problème au niveau commercial. Parce que dès le départ, c'est l'UEMOA qui avait pris en charge la fortification au niveau des États en mettant tout le monde au courant de la politique et de cette stratégie, mais également en mettant tout le monde en commun pour les former sur la fortification. C'est à cette occasion qu'on a élaboré les normes. Ces normes sont devenues obligatoires dans certains pays. Mais justement, puisque le commerce est aidant, il faut harmoniser. L'UEMOA s'est mis vraiment sous ce chapeau de pouvoir harmoniser les normes au sein des États. Et c'est ce qui a été fait pour certains États. Et après, on s'est dit que le commerce n'étant pas juste l'UEMOA, on a élargi à les autres pays. Donc, c'est la CEDEAO maintenant qui prend en charge l'élaboration. Maintenant, les pays comme le Sénégal qui avaient déjà une norme adoptée, la norme UEMOA, et qui ont rendu obligatoire la fortification, donc ont basculé vers la norme CEDEAO, qui est devenue obligatoire dans tout l'espace et qui permet vraiment le commerce. Donc, ces deux organes qui ne sont pas contradictoires et qui travaillent ensemble, qui travaillent en synergie,
ont permis d'élaborer les normes, de faire former les États membres, les techniciens des États membres, d'élaborer des guides de bonnes pratiques de fabrication. Qui sont très importants. Ces guides nous ont permis de savoir comment faire la fortification au niveau industriel, de former le personnel au niveau industriel, de mettre à niveau les industriels, car les industriels, leur tour de métier, par exemple, pour la fortification de la farine, ça peut être faire la farine de pécan. Ils sont très forts encore pour faire la farine de pécan, mais on les a mis à niveau. Et également, ils nous ont permis d'avoir le logo. Ce logo enrichi qui est devenu commun à tout le monde, c'est justement parce qu'on a eu ces organes qui nous ont permis de nous mettre ensemble, de savoir qu'on a les mêmes carences en économiquement au sein de l'espace pour pouvoir les faire. Okay, thank you so much, Ndai Fatou. I know there was a bit of a problem with hearing, but just to summarize. Merci. On vous a pas très bien entendu, mais il s'agissait de parler, il s'agit d'harmoniser toutes les normes régionales qui soient adoptées par les 15 pays. Et le Sénégal a été un des premiers à mettre en place les normes dans les 15 pays. Une autre question. La question de savoir est-ce que les programmes d'enrichissement alimentaire à grande échelle nécessitent donc des accords avec le secteur privé. Alors, je vais répondre à cette question. Je sais que il s'agit des producteurs des aliments enrichis. Dans la plupart de l'Afrique de l'Est, si vous regardez les aliments de base, comme par exemple la farine de blé, dans 90% des pays, on a en général de grandes entreprises nationales, pas des multinationales mondiales qui mais la plupart des aliments de base sont produits par des sociétés nationales, régionales, et pas par ces multinationales. Donc, certaines d'entre elles produisent des aliments enrichis, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux produisent en fait des aliments de base. Et donc, je pense que la réponse ici, c'est probablement oui et non. Oui, mais dans beaucoup d'entre eux ne produisent pas d'aliments fortifiés, d'aliments enrichis. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. Il ne faut pas tout mélanger. Oui, reconnaître qu'effectivement, il y a un certain nombre de mauvaises pratiques, mais si vous regardez la fortification des éléments de base, vous verrez que la plupart fabriquent ces aliments. Je pense qu'effectivement, c'est important lorsqu'il s'agit notamment de fortifier, d'enrichir les ingrédients. Il y a également des préoccupations en termes de fortification alimentaire. Certains pensent que cela pourrait pousser les populations à consommer trop de certains nutriments. Luz. Oui. Ça suggère d'établir des valeurs, des limites. Et donc, il faut des exercices, des études où l'on prend en compte les déficiences et aussi la consommation des nutriments. J'ai aussi des collègues qui travaillent sur la fourniture de micronutriments de manière très limitée pour éviter le risque de surdose. Quoi qu'il en soit, il faut des mécanismes robustes parce que ce n'est pas au début de ces programmes qu'il y a ces risques de surdosage, mais c'est dans les systèmes dans leur globalité. Quoi qu'il en soit, ces risques sont minimes.
Alors, je sais que c'est long ce que je dis, mais premièrement, ce qu'il faut, c'est fixer de bonnes normes. Deuxièmement, faire un contrôle de qualité. Et troisièmement, travailler sur les populations concernées. Et donc, il faut modifier les normes et les retours lorsque les populations changent. Et il faut le faire au fur et à mesure. Merci pour cette réponse. Ça souligne les apprentissages que nous avons faits au fil du temps. Il faut tout d'abord faire un travail de suivi, d'évaluation. C'est ce qui explique pourquoi il est essentiel de faire un suivi. Il faut avoir des limites pour éviter d'avoir des risques de surdosage. Et il ne faut pas oublier que les modèles de consommation changent avec le temps. Pacha, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je voulais vous donner le mot de clôture. Donc, à vous, qu'est-ce que vous voudriez dire pour conclure? Tout d'abord, désolée pour mes problèmes de connexion. Je ne voulais pas vous quitter. C'était à mon grand regret. Alors, pour conclure, je voudrais dire que, premièrement, les organisations de patients sont indispensables pour mettre en œuvre cette résolution efficacement. On ne peut pas y arriver sans inclure les organisations de patients. Les efforts locaux doivent s'accompagner de connaissances et de bonnes et de mauvaises pratiques. Il faut travailler sur le local et le national, ainsi que le global. Il faut tenir compte des droits humains pour réduire les souffrances. Les gouvernements, les institutions et les organisations représentatives doivent aussi travailler ensemble pour concrétiser ces efforts. Et enfin, et non des moindres, nous devons rappeler que nos efforts de prévention ne doivent pas se faire aux dépens des droits humains des populations victimes du bifida et de l'encéphalie. Merci. Merci, Papatia. Je suis ravie que que vous nous ayez rejoints au dernier moment pour votre conclusion parce que ça nous inspire beaucoup. Et désormais, il me revient de résumer nos discussions en quelques minutes. Cette conversation a été très riche et donc tout d'abord, je voudrais vous en remercier. Comme vous le savez, je travaille dans le domaine des micronutriments depuis longtemps et j'ai étudié nos archives. Je suis tombée sur une citation du docteur Abraham Horwitz, qui était directeur de l'Organisation panaméricaine des micronutriments. Et il a dit, je cite, la persistance des carences en vitamine A dans le monde entier est cruelle parce que ça expose des mères et des enfants à des risques majeurs. C'est immoral parce que cela ignore des droits humains rudimentaires et c'est inacceptable parce que c'est évitable. Je dois dire que 30 ans plus tard, c'est encore plus cruel, immoral et inacceptable que ces carences persistent. Parce que nous avons 30 ans de plus de connaissances en plus, nous comprenons les origines de ces carences et nous avons 30 ans d'études qui nous permettent de savoir comment résoudre ces problèmes. Et désormais, je dois dire que je suis vraiment émue de voir tout cet élan. Nous devons aller de l'avant. Nous devons comprendre que la prévalence de ces cas est cruelle, immorale et inacceptable. Et nous devons unir nos forces pour remédier à ce fléau. Et comme Camilla et moi l'avons dit plus tôt, tous ceux qui sont ici présents ont un rôle à jouer. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la Colombie et des 38 pays qui ont déjà sponsorisé ou co-sponsorisé cette résolution et annoncé des actions. Comme je l'ai dit, il y aura un événement marginal lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 23 et il y aura aussi une conversation sur nos chaînes Facebook, LinkedIn, Twitter. Plus nous arriverons à en parler, plus nous pourrons réduire ces risques de carence. Vous l'avez dit de manière plus éloquente que moi, il faut aussi protéger les droits des personnes qui en ont fait les frais. Et désormais, je voudrais
remercier toutes les organisations qui se sont rassemblées à l'occasion de ce webinaire. Merci pour tous vos efforts dans le cadre de cette résolution. Bonne journée et à bientôt. That was incredible. Thank you, everyone. C'était super, merci.